Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là et je suis très heureuse que ma collègue, puisque Catherine et moi sommes dans le même département, que Catherine ait accepté de venir nous parler de métis. On a des salutations d'Alexandre aussi, qui est un autre de nos collègues. D'abord parce que Catherine, parce que c'est une chercheuse que j'admire et que je suis très heureuse d'avoir comme collègue, et pour le travail assez impressionnant que l'équipe Métis a fait pendant plusieurs années, puis une équipe qui a été, je pense, beaucoup d'avant-garde pour des pratiques qu'aujourd'hui on considère normales. Euh, Presque ordinaire, mais qui était loin d'être comme ça. Donc, étant donné qu'un jour, il y a des choses qui se terminent, Catherine a accepté de venir nous parler de ce que ça laisse, de ce qui vient ensuite aussi peut-être. Enfin, j'arrête là, je te cède la parole, Catherine, et tu nous dis des choses. Bien sûr, Catherine va nous parler pendant un moment et ensuite, on aura une période pour échanger, poser des questions si vous le souhaitez. Donc, et quand on sera rendu à cette période, évidemment, je vais demander aux gens, si ça ne gêne personne, je vais demander aux gens d'utiliser la petite main pour demander la parole. Je vais faire mon animatrice comme à l'habitude. Je vous invite à poser des questions et à ne pas raconter votre vie de façon à ce que plusieurs personnes puissent s'exprimer. Et je vais vous inviter aussi, quand on sera là, à ouvrir vos caméras pour que ce soit plus sympathique. Maintenant que j'ai fait mon petit topo d'introduction, Catherine, la parole est à toi. Oh, j'ai oublié, ça c'est terrible, de remercier mes complices Jenna Webb et Kate Bouchard, sans qui rien de tout ça n'existerait. Merci beaucoup, Joanne. Et bonjour à tout le monde présent. Bonjour aux collègues que je vois pas, c'est-à-dire je vois pas vos visages, mais je vois que vous êtes présents et ça me fait plaisir. Et peut-être tout particulièrement, Jacques. Jacques vient de fermer sa caméra. Je ne sais pas s'il va le réouvrir, mais Jacques Rayon, qui est ici, qui était directeur de Métis, le voilà, qui était directeur de Métis pendant plusieurs années. D'ailleurs, son nom va apparaître de temps à autre. Là, vous avez un visage devant vous. Joanne vient de dire, pour vous, vous ne pouvez pas raconter vos vies dans vos interventions, mais elle n'a pas dit que moi, je ne pouvais pas raconter ma vie dans l'intervention aujourd'hui. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, en fait, je voulais vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire de l'équipe de recherche, mais c'est surtout l'histoire d'une équipe de recherche implantée dans un milieu de pratique. Donc, dans un établissement de santé et de services sociaux, assez novateur, assez inusité pour l'époque. L'équipe, c'est l'équipe Métis, c'est migration, ethnicité et intervention en santé et services sociaux. Mais je ne voulais pas juste vous raconter une histoire bonbon, rose bonbon, un peu juste de belles choses, un peu utopiques. C'est une histoire ici qui coïncide avec l'histoire de la recherche partenariale au Québec. Et ce que je voulais faire, c'était utiliser la présentation et Métis en quelque sorte comme un prétexte pour parler de la recherche partenariale au Québec, que j'espère nous aurons l'occasion d'en discuter après dans les échanges et les réflexions. Et peut-être juste vous dire évidemment que Métis n'a pas inventé la recherche partenariale, mais a été l'un des pionniers parmi plusieurs autres au Québec sur le sujet. Et cette histoire aussi est une histoire très personnelle parce que l'équipe Métis m'a accompagnée durant une bonne partie de mon parcours professionnel. Et ça jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'année dernière. J'ai dirigé l'équipe de 2008 jusqu'à l'an dernier. Et Jacques Rayon, ici présent, était directeur précédent du Métis et du centre affilié universitaire également, où était logée l'équipe. Mais même avant d'être directrice de l'équipe, je travaillais dans l'équipe comme agente de recherche, plus tard comme chercheur d'établissement. Et donc, c'est l'histoire en quelque sorte aussi d'une doctorante, jeune doctorante que j'étais à l'époque,
qui intègre un milieu étant un établissement de santé et de services sociaux, un petit milieu à l'époque, et une doctorante qui venait d'une discipline qui était plutôt conceptuelle, plutôt théorique. Et là, j'arrive dans un milieu de pratique entourée d'infirmières, de travailleurs sociaux, d'auxiliaires familiales, de gestionnaires, d'ergothérapeutes et ainsi de suite. Et en quelque sorte, le syndrome d'imposteur qui était là, d'être dans ce milieu avec un bagage plutôt conceptuel et dans un milieu où les gens faisaient des choses de façon concrète pour aider d'autres dans la communauté. Et donc, cette histoire de recherche partenariale est aussi cette histoire-là, c'est ce mot, apprendre à apprivoiser, voilà, on va le dire comme ça, un autre milieu, un autre type de milieu. Ce que je vais faire ici, je n'ai pas fait de PowerPoint, je vais juste placoter. Si je placote trop longtemps, bon, je fais confiance à Joanne de m'arrêter à un moment donné. Je voulais d'abord commencer par un historique de l'équipe. Comment, pourquoi il est émergé et Jacques pourrait ajouter des éléments là-dessus. Je voulais parler de son modèle de recherche partenariale. C'est un modèle que vous allez reconnaître. C'est un modèle que vous connaissez pour ceux et celles qui font la recherche partenariale. Si j'ai le temps, je vous donnerai quelques exemples de projets. Si je n'ai pas le temps, on le fera dans la période questions. Et à la fin, je voulais revenir sur l'expérience métisse, à la fois dans les points forts, dans les apprentissages, mais aussi dans les dérives. Pas les dérives tant pour métis en tant que tel, mais les dérives par rapport à la recherche partenariale. Et c'est sur ça que je veux en fait lancer la discussion par la suite. Donc, débutant au début, d'un côté, on a le CLSC. Un CLSC, donc pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, Centre local de services communautaires. Les CLSC qui étaient en soi, comme un petit établissement de santé et de services sociaux, qui était en soi une forme d'innovation sociale importante. Donc, si on regarde ici, historiquement parlant, la fin des années 60, il y a la commission Castonguay-Nepveu sur les services sociaux et de santé qui propose une réforme majeure du système de santé, donc axée sur les soins de première ligne en proximité avec les populations. Donc, de petites cliniques qui font l'intégration de soins et de santé et services sociaux. Et dans l'idée d'une clinique de quartier, modelée ici sur la clinique de santé, clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, en particulier, qui est devenu le modèle pour l'ensemble des CLSC sur le territoire. Donc, cette logique déjà, cette innovation déjà qui était une innovation sur la proximité des soins. Et ça va revenir, ce mot proximité, vous allez voir tout au long de ma présentation, je vais vous parler de proximité, donc avec les populations. Le CLSC Côte-des-Neiges en particulier, donc pour ceux et celles qui connaissent le quartier, ou peut-être surtout ceux et celles qui ne connaissent pas le quartier, Côte-des-Neiges est situé nord-ouest du centre-ville. Côte-des-Neiges qui est un quartier qui est fortement populé par des personnes d'immigration récente, depuis les années 70, encore plus dans les années 80. Et jusqu'à aujourd'hui également. Et donc, dans cette logique d'un CLSC proximité avec les populations, c'est aussi proximité donc avec les populations immigrantes et de connaître sa clientèle, de connaître les spécificités de cette clientèle. Donc, d'un côté, les CLSC. De l'autre côté, les milieux universitaires. Donc, il y avait dans les programmes universitaires, on parle ici de début des années 90, des programmes en relations ethniques, des programmes en immigration, mais c'était des programmes surtout fondés sur concepts et théories. Donc, plus des abstractions, si on veut, pas nécessairement liées au champ de pratique. Et on se rappelle parce que
Dans les programmes existants aujourd'hui, toute forme de programme qui vise les intervenants, intervenantes, il y a actuellement des cours qui se donnent sur l'immigration, des cours qui se donnent sur les relations ethniques ou sur différents enjeux liés à la diversité. Ça existe aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Donc, les intervenants qui sortaient de leur programme de formation n'avaient pas nécessairement de connaissances spécifiques par rapport aux populations qui fréquentaient ce quartier. Les universités. Un autre enjeu qui émerge, c'est de plus en plus d'étudiants et étudiantes. On se rappelle ici aussi que l'Université de Montréal est située à peu près 1 kilomètre du CLSC, excusez-moi, Côte-des-Neiges, et qui avait un centre d'études ethniques assez important en termes de nombre d'étudiants. Et donc, beaucoup de demandes pour faire des maîtrises et des doctorats, des terrains de recherche, en fait, sur le territoire du CLSC Côte-des-Neiges. Mais dans cette logique, vous verrez très bien le vocabulaire ici de décolonialisme, pardon, une certaine forme d'impérialisme en recherche. Donc, certaines idées où les étudiants allaient sur le terrain pour rencontrer les exotiques étant les familles immigrantes qui habitent surtout le nord du quartier. Donc, impérialiste dans le sens d'aller récolter des données, de les ramener à l'université, mais ensuite très peu de retour dans les milieux de pratique en tant que tel. Donc, très peu de retour aux intervenants non plus. Et donc, on a deux mondes ou deux univers un peu distants l'un de l'autre. Donc, d'un côté, les milieux de pratique, d'autre côté, les milieux universitaires. Et les deux ne se rencontraient ou se rencontraient relativement peu. C'est là, je reviens à cette idée de l'innovation sociale, pas juste les CLSC comme innovation sociale, mais il y a aussi une équipe de personnes, un petit groupe de personnes, début des années 90, qui vont se mettre ensemble pour créer un centre de recherche. Donc, ces personnes, Jacques Lorion, qui était à ce moment-là le directeur général du CLSC Côte-des-Neiges, Vania Jiménez, médecin de famille dans la même institution, Robert Sévigné, qui était professeur en sociologie à l'Université de Montréal, et Jacques, ici à l'écran quelque part, donc Jacques qui est arrivé très peu de temps après, en fait, tu me diras, 1, 2, 3 ans plus tard, je ne me rappelle pas. C'était une période aussi, donc, une période début des années 90, une période assez propice pour l'innovation sociale dans ce qu'on peut appeler l'intervention interculturelle auprès des populations immigrantes. Et ceci pour à peu près trois raisons importantes en fait, 3 influences. Un premier, c'est l'adoption en 90 d'une politique, une énoncée de politique en matière d'immigration et d'intégration. C'est la première fois dans un énoncé de politique gouvernementale, ce n'est pas le premier énoncé politique en matière d'immigration, mais c'est la première fois qu'à la base de cet énoncé, c'est les questions d'inégalité sociale, d'accessibilité aux services, d'accès aux droits. Donc, un fondement beaucoup plus critique que l'énoncé de politique précédent, qui datait de 83. Donc, il y a une sorte de fenêtre politique ouverte pour créer des initiatives qui visaient plus à réajuster ou à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités d'accès. Il y avait également, donc, du côté du CLSC cette fois-ci, du côté du CLSC, on a une institution vouée à la proximité aux populations, mais aussi une reconnaissance que je vous fais une ethnographie de la place un peu. Le CLSC qui se retrouve à Côte-des-Neiges dans une partie qu'on appelle en haut de la côte, c'est la partie sud du quartier. Et les populations récemment arrivées, nouvellement immigrants, qui habitaient surtout la partie du nord. Il y a une distance géographique, il y a
Ce n'est pas une barrière en tant que telle, mais il y a un énorme code qui divise les deux. Donc, un souci du CLSC pour aller rejoindre des populations qui n'étaient pas forcément rejointes. Pas une grande différence, on parle ici d'1 kilomètre à peu près de distance, mais en termes de distance sociale, la distance était plus grande. Donc, notre deuxième influence ici, c'est justement cette volonté d'une institution d'aller à la rencontre des populations et de faire des formes de outreach, en fait. Qui l'en fait, l'institution l'a fait de plusieurs façons. Ici, je parlerai juste de recherche. Une troisième dimension importante et qui nous rejoint tous et toutes ici, je crois, en tout cas les chercheurs parmi nous, c'est le CQRS, c'est le Conseil québécois de la recherche sociale, donc un organisme subventionnaire. C'est l'ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Fonds de recherche Québec Société et Culture, le FRQ-SC. Le CQRS qui a mis en place un programme absolument novateur de recherche pour l'époque, je parle. C'est un programme en partenariat. C'est un programme qui visait à créer de la recherche ou à faire de la recherche en partenariat fort avec des milieux institutionnels ou les milieux communautaires. Donc, les milieux organisationnels, mais qui étaient voués aux populations dans le langage de l'époque, c'était les populations vulnérables. Donc, avec tout le stigmate que ça peut porter, mais c'était le langage politique de l'époque. Donc, une sorte de dialogue entre science et société. Ce qui a l'air de rien aujourd'hui, quand vous connaissez bien les programmes existants au FRQ-SC ou encore au CRSH aujourd'hui, la recherche partenariale, ça va un peu de soi, c'est-à-dire c'est très présent dans ces programmes. Il faut penser ici, début des années 90, qu'on est dans une période, en fait, où la recherche partenariale financée par un organisme subventionnaire n'existe pas ou à peu près pas. C'est un projet pilote, en fait, qui va être adopté et qui devient les programmes que vous connaissez actuellement. Et donc, c'est par là qu'on va trouver l'implantation d'un centre de recherche à même une institution de santé et services sociaux. Donc, cet élément est fort parce que le centre de recherche n'était pas à l'université en partenariat avec le milieu. Le centre de recherche était dans l'institution même. C'est ici où je reviens vers la partie plus personnelle, parce que ce centre de recherche, encore dans l'idée d'une ethnographie des lieux, c'était une bâtisse de 5 étages. Le centre de recherche était au 5e. En été, il y avait moins de 500 employés dans ce qui était alors l'établissement. Il y avait une proximité, une interaction. On connaissait une petite équipe de chercheurs jeunes. J'aimerais croire qu'on était dynamique aussi. Jacques commenterai là-dessus peut-être tantôt, mais un petit groupe de chercheurs dans un milieu où on avait une interaction au quotidien avec les intervenants et les intervenantes, avec des programmes d'intervention, avec des programmes d'action, avec la direction aussi du CLSC. Donc, on a un petit milieu où on mangeait ensemble nos lunchs avec les intervenants, je veux dire, où on faisait des soupers, parfois on faisait des sorties, on faisait des fêtes. Donc, on était dans un milieu qui était pas parfait, pas utopique, mais on était dans un milieu qui était quand même très dynamique et très fondé sur des interactions. La recherche a été grandement facilitée par cette proximité. Et c'était... on verrait, j'appelle la période glorieuse aussi. C'était une époque absolument merveilleuse, en fait, avec les collègues, à la fois les collègues intervenants, à la fois les collègues chercheurs qui étaient là. Donc, je vais aborder maintenant le modèle de partenariat avant d'aller encore sur le devenir de ça plus tard.
modèle de partenariat, c'est un modèle que vous reconnaissez par nos programmes de financement existants. Donc, je reviens juste sur cette idée que c'était encore un peu inusité pour l'époque et que Métis n'était pas le seul. Le LAREPS à l'UQAM, le Symbiose, probablement, Joanne, doit dater à peu près de cette période-là aussi. Il y en avait d'autres. Mais pour donner certaines bases ici. Donc, je reprends ici les travaux de Jacques, donc de Jacques Réaume qui est présent, sur les trois caractéristiques qui donnent un peu à cette idée, un modèle de sociologie clinique, mais qui fait aussi les bases de la recherche partenariale. Donc, en premier lieu, une éthique d'émancipation. Donc, par là, en visée des recherches qui étaient intéressés par les inégalités sociales, la lutte aux inégalités sociales, améliorer les conditions de vie, créer des liens de proximité, des projets de recherche qui visaient l'empowerment, l'appropriation de pouvoir, qui visaient l'accessibilité aux services. Donc, on reconnaît ça aussi dans la recherche partenariale aujourd'hui. C'était des recherches aussi qui visaient des besoins exprimés, j'y reviens, mais exprimés par le milieu, exprimés par les intervenants, intervenantes, exprimés par les organismes du milieu, les organismes communautaires en partenariat avec le CLSC, et ainsi de suite. Donc, si vous connaissez bien la littérature sur la recherche partenariale, vous savez que le besoin est un élément important de ce partenariat. Et normalement, c'est le besoin exprimé par le milieu. Donc, je dois dire qu'on n'était pas à 100% dans les projets toujours exprimés par les milieux. Parfois, c'était des besoins exprimés par les chercheurs aussi, en collaboration avec des milieux. On n'était pas dans un modèle puriste. Et je vous dirais, et à la fin aussi, les projets partenariaux ne suivent pas toujours les manuels méthodologiques. Troisième élément de ce partenariat, évidemment, la participation. La participation de tous les acteurs, normalement, à toutes les étapes du processus de recherche. De moins, c'est ce qu'on doit justifier comme logique dans les demandes de subvention, encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les manuels méthodologiques. Mais en quelque part, quand on fait des projets dans le milieu, on se rend compte que ce n'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours souhaitable non plus par personne. Pour avoir cette reconnaissance des expertises qui sont différentes, la reconnaissance des savoirs spécifiques, la reconnaissance des intérêts spécifiques aussi, parce qu'on ne pouvait pas non plus imposer un travail à toutes les étapes, parfois un travail un peu lourd à toutes les étapes, sur des personnes qui souhaitaient être intégrées à une seule étape, par exemple. Et donc, voilà, participation des acteurs, mais avec quelques conditions sur les réalités du terrain et la disponibilité réelle aussi des intervenants, intervenantes qui avaient d'autres tâches aussi. À cette conception de modèle de partenariat s'est greffée une conception de l'interculturel qui était un peu différente aussi des enseignements, du moins des enseignements que j'ai reçus à l'université, moins conceptuels, moins abstraits, moins théoriques, plus axés sur les praxis, plus axés sur la valorisation des savoirs et des pratiques des intervenants et des intervenantes, qu'on peut appeler aujourd'hui, dans les termes de Catherine Sorel, pour les personnes à l'écran qui me connaissent, j'en reconnais quelques-uns, vous entendez très bien Catherine Sorel dans ce que je dis ici autour d'une praxis interculturelle. Mais bref, une sorte de médiation entre les concepts et les théories, les abstractions et un praxis du réel, concrètement. Médiation qui est aussi fortement axée sur la réflexivité dans les pratiques. Donc, bref, juste pour résumer cette partie ici, nous avions dans les projets donc un intérêt exprès pour les égalités sociales, la justice sociale, exprimé par les besoins du milieu, tout en sachant que les besoins étaient exprimés de multiples façons, mais toujours en ayant en tête
les communautés, la communauté, les organismes, etc. La valorisation de tous les acteurs impliqués dans le processus de recherche, même si cette implication était à différents niveaux selon les projets. Et je rappelle, parce que ça paraît tellement normal aujourd'hui, pas si novateur, mais on parle ici d'il y a 25-30 ans. Et donc, une histoire d'il y a 25-30 ans, c'était assez inusité. Même traité parfois dans les milieux universitaires avec un certain dédain, un certain oh, c'est la recherche appliquée, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui un peu moindre, et en partie en raison de la légitimation des organismes subventionnaires vis-à-vis de ce type de projet. Je vais juste bifurquer vers les projets de Métis. Je pense, étant donné le temps, je ne donnerai pas d'exemple précis de projet, mais on peut y revenir dans la discussion après. Donc, juste un peu l'héritage de Métis, et ensuite j'irai après dans mes questionnements autour de la recherche partenariale, sans passé, mais aussi sans devenir, en fait, pour ensuite ouvrir discussion. Donc, l'héritage de Métis. Peut-être d'abord dire que Métis existe toujours. Métis, l'équipe n'existe plus depuis l'an dernier, mais Métis existe toujours à travers les travaux de Sherpa, à l'Institut Sherpa sur les communautés ethnoculturelles, qui fait partie du centre affilié universitaire j'allais dire de la montagne, mais excusez-moi, le titre a changé, le CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Voilà. Mais des projets, nous avons fait des centaines de projets. Je n'ai même plus les chiffres, je les ai déjà eus, mais des centaines et des centaines de projets portant sur les thématiques comme famille, petite enfance, périnatalité, la communication et interprétariat. D'ailleurs, quelques personnes à l'écran ici impliquées dans ces projets-là. Sur les savoirs et les pratiques d'intervention, encore quelques personnes à l'écran ici qui en travaillent là-dessus. Sur les questions de genre et sexualité, sur l'insertion au travail, précarisation et santé, donc le devenir des professionnels de la santé et des services sociaux formés à l'étranger, et des questionnements sur vieillissement, deuil et mort en contexte migratoire. Donc, une quantité énorme, en fait, de thématiques, mais aussi de projets. Les projets, toujours, qui ont été traités à la fois en connexion avec les milieux de pratique, mais aussi dans un souci de mobilisation des connaissances au-delà du milieu universitaire. Encore là, c'est quelque chose sur lequel on s'attend aujourd'hui en recherche partenariale. Ça fait partie des normes, ça fait partie des exigences des organismes subventionnaires. Mais à l'époque, les années 90, les années 2000, début des années 2000, c'était encore quelque chose d'un peu un peu nouveau, d'autres façons de faire des choses. Donc, nous avons fait des guides d'intervention, des formations en interculturel, des capsules vidéo, des pièces de théâtre, des romans, des séries de pictogrammes pour les établissements. Donc, bref, toute une série d'outils non académiques, toujours disponibles d'ailleurs par l'Institut Sherpa. Et sur ça, donc, je regarde l'heure. Je vais embarquer ici sur la dernière partie, donc, avant d'ouvrir vers discussion. Donc, faire le retour sur cette recherche partenariale et l'héritage de Métis, ou mes souvenirs, une certaine nostalgie pour Métis comme il était dans le passé. C'est ce que j'appelle un peu la période glorieuse. C'était réellement une belle époque. Je parle ici, je suis arrivée à la fin des années 90, mais aussi les années 2000. Petite équipe, petit milieu, un établissement qui était comme j'ai mentionné, moins de 500 personnes, où on se promenait entre les 5 étages de l'établissement couramment. Une petite équipe dynamique. On avait l'impression, à une certaine époque, d'être à l'avant-garde, dans quelque chose de nouveau et de différent, quelque chose qui allait de l'avant. Vraiment une période très, très riche. Et comme on était
tous et toutes jeunes à l'époque avec de jeunes enfants. C'était un milieu social très, très agréable aussi. Donc, on avait, et je crois encore aujourd'hui, on avait vraiment l'impression de faire la recherche partenariale, la vraie recherche partenariale à cette époque. Et peut-être que ça a changé un petit peu avec le temps. Pourquoi? Et le pourquoi ici revient à ce terme de proximité. Proximité avec les milieux, interaction au quotidien avec des individus, avec les organismes aussi dans le quartier. Les organismes communautaires étaient à pied, à distance de pied, je veux dire, de l'établissement du CLSC. Et donc, cette proximité, cette interaction était absolument fondamentale. Il y avait un petit peu moins de formulaires à remplir à l'époque, un peu moins d'ententes juridiques à signer. La recherche était plus intuitive, plus spontanée, plus axée sur les individus et le ressenti, peut-être, que sur les ententes contractuelles et ainsi de suite. Et peut-être avant d'aller vers la prochaine partie, parce que je veux m'assurer de le mentionner, l'Institut Sherpa qui continue aujourd'hui est encore un lieu qui permet ça. C'est encore un lieu très dynamique, c'est encore un groupe de chercheurs très intéressant. Travaille encore sur les problématiques très actuelles vouées à l'égalité sociale, très politisées pour certains projets. Donc, je ne veux pas nier que cette réalité peut encore exister. Mais il y a eu quelques vents de changement et c'est peut-être de ça qu'on va pouvoir discuter ensemble. Donc, une période qui s'est révolue très graduellement en fonction de plusieurs facteurs, je crois. Donc, l'un, c'est peut-être l'indépendance de la recherche institutionnelle. Certaines, on ne parle pas de censure, mais on parle d'une certaine pression peut-être dans l'institution, de faire des recherches d'une certaine façon ou sur certaines thématiques ou d'éviter peut-être certaines thématiques. Jacques s'en rappellera sans doute d'un rapport de recherche tabletté porté sur le racisme et la discrimination d'une catégorie de professionnels spécifiquement. Donc, les questions de liberté d'expression qui se sont posées, qui se posent toujours. Ce qui ne veut pas dire que la liberté n'est pas permise, la liberté d'expression, simplement qu'il pourrait avoir certaines pressions venant de l'établissement. La précarité du financement, évidemment. On était évalué aux 4 ou 5 ans, soit pour l'équipe, soit pour le centre affilié universitaire. Donc, de financement en financement, les projets devaient être menés. Donc, peut-être le plus grand facteur dans ce vent de changement, c'est les restructurations du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, juste si vous imaginez ce petit établissement de 5 étages et vous projetez ça maintenant qui était donc le CLSC Côte-des-Neiges, qui est devenu un C3S, un centre de santé et de services sociaux en 2005 ou 2006, qui regroupait à ce moment-là 3 CLSC, donc d'un CLSC est devenu 3, qui est maintenant un établissement, un CIUS, un centre intégré universitaire de santé et services sociaux, une institution qui a 12 000 employés, 30 centres de soins complémentaires, je vous lis ici parce que les statistiques m'échappent, 3 hôpitaux, 5 CLSC, 2 centres de réadaptation, 6 centres de soins de longue durée, 2 centres de jour, et ainsi de suite. Donc, de ce petit établissement où on connaissait presque tout le monde, où on se faufilait entre les étages, où on faisait des activités à pied dans le quartier, de ça, on occupe, mais l'établissement occupe un vaste territoire, un vaste étendue géographique de Montréal. Et je n'ai pas fait le décompte de tous les centres ici en les additionnant, pardon. Mais on doit être près de, pas loin de 50, alors 40 à 50 centres ou sites de soins. Qu'est-ce qui arrive avec la restructuration aussi? Plusieurs ici sont dans le domaine de la santé ou des services sociaux. Donc, vous savez aussi, les méthodes Lean, les méthodes dites Toyota dans le milieu.
efficacité dans le réseau de la santé, productivité dans le réseau de la santé, ce qui a fait pour effet de diminuer le nombre d'effectifs, de créer un grand déplacement aussi des effectifs entre les différents sites, parfois des mobilités à l'intérieur d'un seul jour ou à l'intérieur de quelques jours, qui a créé donc une énorme pression sur le réseau d'un part, mais sur les professionnels de la santé et des services sociaux. Et donc, pour participer à les demandes de recherche, aux projets de recherche, pas impossible, mais vu l'incertitude du réseau, le déplacement, l'escalier roulant en quelque sorte, la surcharge de tâches, et je ne parle pas de la période pandémique ici, je parle de la période avant la période pandémique. Donc, beaucoup difficile pour mener des recherches partenariales. Un dernier facteur ici, peut-être, moins du côté de la santé, des institutions de santé, mais du côté des institutions de recherche, la technocratisation des processus de recherche, le nombre de formulaires, la longueur des formulaires, la complexité des formulaires, la complexité des ententes contractuelles qui font peur, qui sont nécessaires dans certaines situations, évidemment, mais qui font peur aussi au milieu. Et donc, voilà, je vais conclure là-dessus, on peut ouvrir discussion, mais je vous parle de cette période glorieuse parce que réellement, c'était une belle période et pour le centre de recherche, je pense, et pour l'équipe Métis, et pour moi personnellement dans mon parcours professionnel. Ce n'était pas parfait. Je ne veux pas vous donner une vision utopique de ça non plus. Mais en termes de recherche partenariale, il y avait des possibilités qui étaient très quelque chose, mais pas énervant, mais énergisante, voilà, très dynamique et très agréable aussi, à la fois recherche professionnelle, mais à la fois sociale, intéressant. Et après cette période, peut-être un peu de désenchantement vis-à-vis des pressions que je viens de mentionner, ces divers facteurs, donc les vents du changement. Donc, je vais terminer là-dessus. Et peut-être la question que j'aurais à vous poser, vous pouvez me poser d'autres questions, mais ma question pour vous, c'est vos expériences de recherche partenariat, les formes, les forces, les défis, la technocratisation ou bureaucratisation des processus et ainsi de suite. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment intéressant et oui, c'est toute une histoire et une histoire qui est aussi extrêmement cohérente avec ce qu'on entend sur nos systèmes de santé aujourd'hui, sur aussi ce qu'on entend sur notre université et la poursuite de la publication hors et bon, et ainsi de suite. J'ai hâte d'entendre, il y a Jacques déjà qui a peut-être quelque chose à nous dire sur le sujet. Vas-y, Jacques. Oui, bien rapidement, comme j'ai été interpellé par Catherine à 2 ou 3 reprises, je vais juste donner des petits détails complémentaires. D'abord, dans les dates, juste pour l'historique, effectivement, on fêterait, si on veut, cette année, le 30e anniversaire de la création du Centre de recherche et de formation, qui a été créé en 1992 avec Robert Sévigny et Vania Jiménez, et avec un arrêté du CA qui officialisait ce centre de recherche dans l'intérieur même des murs. Deuxièmement, moi, j'arrive dans le décor formellement en 99 comme nouveau directeur scientifique, mais avant ça, j'étais déjà impliqué comme professeur-chercheur à l'UQAM dans 2 mécanismes qui sont très intéressants pour montrer la dynamique de cette période un peu glorieuse de la recherche partenariale. Alors, Robert Sévigny avait eu l'idée qu'au-delà de l'équipe de recherche comme telle, il y a 2 mécanismes qu'il appelle l'Assemblée des chercheurs, où étaient invités des chercheurs collègues dans d'autres universités. C'est comme ça que je suis arrivé dans le décor. Moi, j'étais à ce moment-là chercheur au CRI, Centre de recherche sur l'itinérance, à l'UQAM, et j'ai été intéressé par des questions de travail aussi. Donc, j'étais invité à cette assemblée-là, et ça élargissait la réflexion pour l'équipe. Et il y avait aussi l'Assemblée des partenaires.
des organismes communautaires, des gens de d'autres CLSC, et ainsi de suite, qui participaient également à cette réflexion à 2 reprises, 2 fois par année à peu près, pour faire le point sur les idées de recherche, les demandes de milieu, les réactions de collaboration, etc., qui a fait grossir, en fait, effectivement, le volume des projets de recherche. Bon, c'est juste pour ajouter cette dimension-là. Avec le temps, malheureusement, ces 2 mécanismes sont un peu affaiblis. Et bien maintenant, actuellement, pensez-y plus, là, la démocratisation, c'est un mot qui existait déjà, je pense. Jadis. C'est très, très, très longtemps. Il paraît que c'était une idée comme ça, que les gens pouvaient participer formellement à des décisions. Voilà. Le deuxième point que je voudrais souligner sur les apprentissages que moi j'ai faits, en tout cas personnellement, puis tout au long de cette carrière-là. En passant, je voudrais juste souligner que Catherine, tout ce qu'elle a dit, j'endosse, c'est très, très clair et c'est très bien fait. Moi, je pense que je n'ai rien à redire vraiment sur tout l'ensemble, là. Et effectivement, quand tu me rappelles les conditions du partenariat, cette visée éthique me semble fondamentale, ce qu'on appelle l'émancipation. Et moi, je m'aime bien, avec le temps, traduire l'émancipation réciproque des chercheurs et des milieux. Il y a une inégalité dont on est prisonnier nous-mêmes dans la sphère de la tour d'ivoire, de la recherche scientifique, dont il faut s'émanciper pour avoir accès au vrai savoir. Un savoir qui est multiple, qui est pluriel. Et pour s'en émanciper, il faut être en proximité avec les autres acteurs sociaux et être très conscient de nos privilèges, en même temps être capable d'autocritique et de se mettre à la bonne place, comme on dit, pour vraiment participer. Cette autocritique-là, pour moi, fait partie de cette réciprocité dans l'émancipation comme visée éthique. C'est une note en passant. L'autre point qui m'apparaissait fondamental, c'est cette participation tout au long du processus. Et ça, c'est très difficile à réaliser, effectivement, dans le contexte actuel où tout est contrôlé par des étapes extrêmement complexes maintenant. D'autres points qui me semblent importants aussi, c'était cette posture de l'échange des savoirs. Moi, j'ai toujours préféré la notion d'échange de savoir à celle de transfert des connaissances, parce que vous remarquez que dans le transfert, il y a toujours cette dimension qu'on transfère de A à B, A étant bien sûr plus puissant que B. Hein? C'est celui qui reçoit, qui doit se rapproprier des connaissances. Ah oui, mais alors que l'échange de savoir, c'est apprendre réciproquement. Et pas juste sur une forme de savoir qui serait un seul savoir scientifique, mais le savoir pratique, le savoir même qui est davantage existentiel et même spirituel. Quand on travaille dans l'interculturel, il faut être très, très sensible sur les champs de référence des gens. Alors, on apprend beaucoup quand on accepte qu'il y a différentes formes de savoir, et c'est très, très exigeant pour un scientifique d'accepter qu'il y a d'autres formes de savoir qui ont une valeur équivalente en termes épistémologiques. Et ça, c'est une déclaration évidemment, que je fais ici à discuter. Hein? Et moi, de plus en plus je réfléchis, plus ça s'en va vers ça. Je ne veux pas être trop long. Bon, c'est juste pour souligner ces quelques points-là. Je suis en train de faire un livre avec Robert Sévigny sur nos carrières réciproques. Et on reprend tout ça maintenant dans une espèce d'histoire longue sur des périodes, comment on pourrait se définir historiquement aussi et personnellement dans toute cette évolution. Et moi aussi, je constate qu'actuellement, le monstre CIUS et CIS est une sorte d'aberration sociale en termes des services sociaux de santé. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Pour avoir un peu les résultats de ça, vous écouterez tout à l'heure à 2 heures le point de presse de M. Legault et du directeur de la santé publique. Vous aurez une image de c'est quoi l'efficacité dans le changement social. Merci, Jacques. Je te dirais que c'est peut-être une opinion personnelle, mais on a vu au dernier panel qu'on a tenu sur le système de santé qu'il y avait une opinion partagée. Je me permets juste 2 mots parce que, Jacques, il y a cohérence dans tes idées parce que moi, je me souviens, jeune étudiant, avoir comme presque livre de chevet le document que Jacques avait fait sur la recherche-action avec le service aux collectivités de l'UQAM, que j'ai encore quelque part ici. Et je me souviens de ça. La dynamique, c'est ce que tu viens de dire autour de l'apprentissage mutuel, où tu mettais beaucoup l'accent dans mon souvenir. Il y avait recherche, action, et tu mettais beaucoup l'accent sur le « et » aussi.
qui, dans le « et » était contenu, ou c'est moi qui a construit sur ce que tu avais écrit, mais dans le « et » était contenu l'apprentissage mutuel entre les différents groupes. Alors, comme tu vois, il y a une cohérence dans ton propos, en tout cas dans mon esprit, certainement. Et bon, on a une demande, Catherine, à propos d'un texte sur le modèle de recherche partenariale de Métis qui semble difficile à obtenir. Je ne sais pas si tu as une réponse à cet égard. Je ne sais pas à quoi réfère le lien, en fait. Je ne sais pas, Jacques, si tu le vois. Attends, je clique sur le lien pour voir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme document. Ça mène à une entrée dans Sophia, dans la bibliothèque de l'UQAM. Oui. Ah, tiens, voilà. Je viens de... Alors, oui. la question, c'est peut-on trouver ce document quelque part? OK, merci. On vient d'avoir la référence. Donc, on va être en mesure de trouver ça, certainement. OK. Ce qu'on peut faire, vous savez qu'on vous envoie toujours le lien de l'enregistrement de la séance à toutes les personnes qui sont inscrites. Catherine, si tu as un moyen d'avoir accès aux documents, tu peux nous le partager, puis on l'enverra à tout le monde à ce moment-là. C'est parfait. Oui, il devrait être probablement, j'ai une copie PDF dans l'ordinateur en quelque part. OK. Bien, merci beaucoup. En attendant, est-ce que d'autres personnes voudraient répondre finalement à la question de Catherine? Je ne sais pas si tu veux la répéter, Catherine, pour… Oui, vos propres expériences de recherche partenariale, en fait. Les forces, parce que j'y crois toujours, la recherche partenariale. Et il y a certaines conditions dans lesquelles ça peut encore fonctionner très bien. Mais donc les forces, mais aussi les défis que vous rencontrez dans la recherche partenariale ou vos expériences passées versus vos expériences actuelles. Je vais peut-être me permettre plus une question, Catherine, mais c'est lié à l'expérience aussi. Tout le défi, parce que Jacques, tu parlais tantôt, tu sais, de la participation à toutes les étapes de la recherche. En même temps, Catherine t'a nommé que des projets étaient parfois initiés par l'équipe de recherche. Et puis, il y a certaines problématiques de recherche qui ne viennent pas toujours des personnes principalement concernées, et souvent parce que les personnes principalement concernées n'ont peut-être pas les moyens de voir la problématique. Ça, c'est un enjeu. Et l'autre élément, c'est ça coûte cher la participation pour nos partenaires. Mm-hmm. C'est exigeant, c'est demandant. Actuellement, avec des collègues vétérinaires, on est dans un contexte de recherche partenariale dans le Nord autour de la problématique des chiens. Mais nos partenaires, on réalise, ou en échangeant, n'ont pas l'habitude de la recherche participative nécessairement et sont parfois dérangés par les attentes que ça génère pour eux. Parce que c'est bien beau, mais si on dit qu'on veut que les gens participent, bien, il faut qu'ils participent. Et ça, il y a un coût de temps, de disponibilité, il y a un coût cognitif, il y a un coût affectif aussi. Donc, je ne sais pas si c'est des éléments que vous avez rencontrés, que tu as rencontrés aussi, et comment résoudre l'invitation à la participation et la limite à la participation. Je ne sais pas si on le résout d'une façon ou d'une autre. C'est l'erreur, je pense, vient en quelque sorte que la recherche partenariale devienne comme une sorte de série de préceptes. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, comme une sorte de recette. Et il n'y a pas, de moins dans mon expérience, et Jacques Mireille, vous êtes là aussi, vous direz ce que vous en pensez aussi, mais il n'y a pas de recette à la recherche partenariale. Si on pense à la base que c'est proximité, un partage d'intérêts, évidemment, des besoins, oui, et évidemment aussi, mais qu'il y a à la base de cette collaboration-là, il y a discussion entre tous les acteurs, entre les partenaires, et qu'il y a expression aussi de
comment les personnes voudraient participer. Donc, il y a déjà une réflexivité autour de la participation, les rôles de chacun. Parce qu'on le voit souvent dans les encadrements, par exemple, et après avoir lu un manuel sur comment faire la recherche partenariale, on retrouve exactement ces mêmes étapes et on se dit, c'est très beau, mais c'est un idéal parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans de véritables milieux. La question du temps est importante, je crois aussi. Je pense on ne peut pas imposer, mais parfois ça devient comme ou c'est perçu comme une imposition. Imposer du temps, une disponibilité à des partenaires qui en sont souvent, pas toujours, mais souvent peu financés, qui ont souvent une surcharge de travail, qui ont peut-être un intérêt pour une partie d'un projet, peut-être plus définition des besoins ou identification des participants, peut-être l'analyse, mais peut-être pas tout ça. Une partie de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il y a des exemples qui me viennent en tête et je pense que ça fait juste partie de... Voilà, il faut négocier ça, pas négocier, il faut discuter de ça en séance, in situ avec les partenaires. Merci de ce déjà. J'ai des questions dans la conversation. Une première, quelle est la différence entre la recherche-action que j'ai mentionnée, moi j'ai mentionné recherche-action, bon d'accord, et la recherche partenariale présentée aujourd'hui? Oh, je te laisse la question, Catherine. Oh, merci, Joanne. Ça, c'est fin. En fait, oui, tu peux mentionner recherche-action en parlant du livre de Jacques et le « et ». Ah oui, oui, Ah. oui. Quelle est la différence? Mais on peut ajouter à ça recherche-action, recherche partenariale, recherche participative, recherche collaborative. Est-ce que j'ai dit recherche-intervention? Je ne me rappelle pas. Donc, on est dans la même famille, en fait, dans la même grande famille des types de recherche. Et honnêtement, les définitions pour chacune pourraient être différentes selon le manuel qu'on consulte. Mais à la base, les deux, recherche partenariale, donc, où la composante partenariale est très importante, c'est une visée vers l'action, tout comme la recherche-action. Donc, une visée vers l'action, vers un changement social quelconque, vers une participation de différents acteurs, et etc. Donc, il n'y a pas forcément une différence entre les deux, mais la composante partenariale pourrait être plus forte ou moins forte selon la recherche menée. Je ne sais pas, Jacques, c'est notre expert ici en recherche et action, s'il ne pourrait pas nous donner un coup de main ici. OK. Vas-y, Jacques, peut-être. Très rapidement, effectivement, il y a une différence intéressante. C'est que moi, je pense que la grande différence, c'est le mot partenaire. Parce que recherche-action, tu as une expression assez large, hein, qui est le rapport entre la recherche et la pratique. Mais plus concrètement, ça se fait entre des partenaires. Et les partenaires doivent être différents. Et c'est là que tout l'enjeu de la recherche partenariale se joue. Et pour reprendre une remarque que tu faisais tout à l'heure, Joanne, sur le temps et l'argent, ben, ça commence là le problème du partenariat. C'est que, par exemple, quand on était au CLSA, on s'est battu pendant des années sans jamais vraiment l'obtenir, sinon par des bonnes volontés. Comment reconnaître chez les praticiens le temps de travail qui pourrait compter dans leur travail, mais en collaboration avec les chercheurs? Donc, dans les projets de recherche, est-ce qu'on reconnaîtrait comme composante de leur travail la recherche qu'ils font? Inversement, on l'a vu à l'UQAM, qui est une pionnière dans le domaine, donc les services de collectivité, comment faire que des recherches partenariales à l'université peuvent être reconnues, qui n'ont pas toujours la forme pure de la recherche statistique et quantitative sur des grands échantillons véhiculés dans les départements, mais qui implique toute une série de démarches coûteuses en termes de temps et d'argent, mais qu'on reconnaissait comme pouvant faire partie, dans la convention collective, d'une recherche reconnue. Alors, ces débats-là qui ont l'air de rien, mais qui sont fondamentaux, c'est vrai également pour les organismes communautaires. On sait qu'aujourd'hui, actuellement, ils sont débordés. Alors, comment faire pour, il n'y a pas beaucoup de budget à ce stade-ci surtout, et je me dis, comment faire pour que leur travail soit reconnu dans leur propre organisation comme pouvant être compté? Alors, c'est aussi simple et fort que ça que la recherche partenariale, créer les conditions organisationnelles et institutionnelles pour qu'on puisse travailler sur de la longue durée
dans la recherche et la pratique. Et pas uniquement par un projet ponctuel qui mobilise un tout petit peu, mais pas trop. Évidemment, c'est pour ça que la recherche terrain que mentionnait Catherine Montgomery pendant longtemps a été le modèle dominant parce que, bon, on remplissait un questionnaire et c'est ça le partenariat. Bon, je suis fan, mais j'arrête ici. Voilà. OK. Merci, Zach, une personne qui quitte et qui nous remercie. Mais il reste une question dans la conversation et c'est évidemment une grosse question, mais Catherine, il reste très peu de temps. Alors, si tu pouvais juste, c'est pour essayer de faire. Donc, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on a été sollicité pour amorcer une recherche partenariale? Et quelles seraient vos suggestions pour les novices en recherche partenariale? Il y a beaucoup d'inconnus en fait dans la question parce que ça dépend quel type d'organisme, s'il y a déjà des contacts avec l'organisme, s'il y a une relation de confiance qui a déjà été établie, ou d'où vient la demande, est-ce que la demande vient d'un organisme subventionnaire ou de l'organisme en tant que tel. Donc, il y a déjà toutes ces questions-là, mais à la base, c'est cette relation de proximité ou cette relation de confiance est importante. Quand on embarque dans un projet partenarial, c'est de bien connaître l'organisme ou d'apprendre à connaître l'organisme. Et le partage des tâches, le pourquoi derrière, est-ce que c'est pour être un chercheur de service pour appuyer un programme spécifique? J'ai eu cet exemple récemment dans un projet avec les Autochtones où le chercheur se sentait utilisé pour remplir un mandat politique, en fait, vis-à-vis du gouvernement. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais pièges à éviter, comment les éviter? En fait, c'est la discussion. Bien connaître le partenaire, bien connaître les objectifs, les besoins en recherche et savoir quel est son rôle dans le projet. Et être capable de discuter de ce qu'on souhaite faire dans le projet et ce que le partenaire souhaite faire dans le projet aussi. Ce serait quelques éléments. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été ici. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter de ces questions encore longuement, mais il y a Mireille Tremblay, qui est une ancienne directrice de l'ISS, qui nous envoie un petit message dans la conversation. D'abord, vous remercier encore une fois d'avoir accepté d'être là. Ça fait très plaisir. J'ai aussi, je vous annonce, mais on a plein de choses qui s'en viennent dans les mois qui viennent à l'ISS. Soyez à l'écoute, comme on disait à l'époque à la radio, mais notamment parce qu'elle est ici avec nous, je vais le nommer, il y a Marie-Emmanuelle Lacaire qui va venir nous parler de sa recherche auprès des personnes âgées issues de l'immigration. On va avoir en février la chercheuse Lily Lessard de la chaire de recherche interdisciplinaire santé et services sociaux en milieu rural qui collabore avec des CIUS beaucoup. Donc, ça va être encore dans la foulée de ça. On a une suite qui s'annonce à notre panel sur le système de santé au Québec. Je vous en donnerai des détails plus tard. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'en viennent. Je vais en oublier, donc je vais arrêter de les nommer, c'est certain que je vais en oublier. Ben voilà, je crois que je termine en vous remerciant Jenna et Kate qui ont soutenu la réalisation de cette activité et en souhaitant vous revoir bientôt tout le monde. Et peut-être en vrai. Bonne journée tout le monde.